Bonjour, bonjour. Je suis ici avec Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique, je suis tellement heureuse aujourd'hui de t'accueillir et on se voit par Zoom. C'est vrai, j'ai pas trop l'habitude. Ça aurait été génial de se voir, mais après, voilà, tu travailles sur un livre en ce moment et tu n'arrêtes pas en fait de suivre vraiment ta route. Et elle est très, très précise. Est-ce que tu veux juste nous dire un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Merci beaucoup, Coco. Écoute, deux choses. La première, donc sur ce livre que je suis en train de terminer, qui en fait, qui s'appellera Autopsie d'un désastre. Mon premier livre sur la crise, c'était Anatomie d'une crise. Puis aujourd'hui, 3 ans après, il faut parler d'un désastre, car on a généré un désastre et moi, j'en fais l'autopsie, c'est-à-dire que je parcours tout ce qu'il y a à dire et notamment à corriger par rapport à ce qui a circulé dans les médias et de la bouche des responsables politiques. Et effectivement, la raison pour laquelle j'ai peu de temps, c'est que je veille à ce que toute information soit sourcée. Donc, il y aura à peu près 1000 références documentaires dans le livre pour que vraiment chaque personne qui se pose des questions en disant mais est-ce que c'est vrai, d'où il sort ça, puisse aller voir par lui-même. Et puis aussi pour que les personnes intéressées par tel ou tel sujet puissent avoir accès d'emblée à des articles de référence ou des contenus documentaires qui sont de qualité. Et voilà, ça fait partie de la rigueur de ce travail, c'est-à-dire que comme en face, on nous balance des affirmations qui déjà sont fausses, mais en plus n'ont aucune justification. On dit juste c'est comme ça et pas autrement. Je crois que c'est dans ce travail de la précision et de la rigueur documentaire que se jouent les choses. Puis l'autre volet sur lequel je travaille toujours, c'est celui de voir comment est-ce qu'on peut entretenir notre résilience et notre vitalité et notre clarté d'esprit dans un monde qui devient quand même de plus en plus fou. Et voilà, c'est un peu les deux voies sur lesquelles je travaille actuellement. C'est génial, merci, parce que c'est aussi la raison pourquoi on organise le 14 novembre aux Ateliers de la Côte, à Étoile. On organise ensemble, ça commence à 19h30, la soirée Piloter notre conscience. Et piloter notre conscience parce que, en fait, je me rends compte aujourd'hui, justement, dans le monde désastreux dans lequel on vit, avec tellement d'informations de gauche à droite, on ne sait plus où donner notre tête. Et j'ai l'impression de la manière que toi, tu avances. En fait, ça me plaît beaucoup. Tu es très clair et je crois que tu as trouvé quelque chose aussi pour toi et ce que tu vas nous communiquer dans la soirée, dans cette conférence. En fait, quelque chose de droit, tu orientes ta conscience dans une certaine direction. Est-ce Mhm. que tu peux nous expliquer un petit peu déjà de quoi on va parler le 14 novembre? Bah oui, effectivement, merci pour cette invitation et d'organiser cet événement. C'était ta demande, mais elle a tout de suite résonné en moi, qui était de travailler sur l'ancrage de conscience pour traverser ces crises, mais aussi parce que on sait que quand on arrête de pédaler, on tombe du vélo. Comment est-ce qu'on peut prendre appui sur ce qui est tellement difficile, compliqué, pénible, douloureux? Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais pour moi, en tout cas, le fait d'avoir vu la société dans laquelle je vis et dans laquelle j'avais dans l'ensemble relativement confiance, même si je savais qu'il y avait toutes sortes de problèmes cachés à beaucoup d'endroits, mais voir cette société devenir folle, devenir maltraitante, devenir destructrice, devenir haineuse, devenir malhonnête, bah évidemment que ça a quand même été un gros choc. Et donc la question se pose de comment, oui, préserver notre équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que nous n'avons pas été emportés dans le maelstrom des réactions émotionnelles? Et en ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'assez quadripartite. Le premier niveau, c'est celui de la gestion avec nos émotions. On a essayé de terroriser la population, enfin, on a terrorisé la population. Et évidemment que dans un cas comme ça, bah, soit vous mordez à l'hameçon et vous êtes terrorisé par le fait que quelqu'un pourrait mal porter son masque et vous contaminer, et que vous mouriez, même si vous avez 30 ans et que vous êtes en bonne santé, ce qui était une fiction totale, ça correspondait en rien à l'épidémiologie du Covid. Donc il y avait déjà cette question de la contenance émotionnelle et de la relation à ces émotions. Ensuite, il y a évidemment le bon sens et la rationalité. Quand on est terrorisé, il y a une particularité, c'est que nos compétences logiques et rationnelles tendent à être désactivées. Parce qu'on fait face à un danger, il ne faut pas commencer à réfléchir, il faut réagir. Et donc, la plupart des gens ont perdu une compétence logique de base, comme le fait de dire les enfants ne sont pas malades du virus, ils ne le transmettent pas, donc il n'y a aucune raison au monde de les vacciner. Et bien même quelque chose d'aussi élémentaire que ça, des millions de nos concitoyens ont complètement perdu ça de vue. Troisième élément, il te parlera sans doute, Coco, mais c'est l'imagination. L'imagination. Pourquoi? Parce que là où des gens sont piégés, c'est, ils nous le disent, je ne peux pas imaginer que.
nos médecins nous aient menti. Je ne peux pas imaginer qu'on ait mis sur le marché une injection génique expérimentale dont on n'avait aucun moyen de savoir si elle était sûre et efficace ou non. Je ne peux pas imaginer ça. Et donc, en fait, c'est un déficit d'imagination. Et j'ai lu un très beau texte de Jean d'Ormesson récemment où il disait « Ce qui empêche tant de personnes de sentir la souffrance des autres, c'est qu'ils n'arrivent pas à l'imaginer. » Et donc, on peut bombarder une population, on peut la déporter, on peut commettre des attentats parce qu'on n'a pas l'imagination de se dire « mais à leur place, comment est-ce que je vivrais ça ?» et de se rendre compte que ça serait épouvantable. Et puis le dernier ancrage, c'est effectivement un ancrage plus spirituel. Alors il y a beaucoup de définitions possibles du mot. Moi, je l'aborde vraiment dans une perspective d'anthropologie de la santé. La spiritualité est très importante pour la santé physique et psychique. Ça, c'est quelque chose qui a été étudié par, il y a plus de 20 000 recherches dans la littérature médicale. Et donc, moi, je ne l'aborde pas, si tu veux, d'un point de vue croyant ou non-croyant ou des convictions, mais vraiment, qu'est-ce que ça fait d'avoir une certaine ouverture spirituelle, quelle que soit la forme qu'on lui donne dans sa vie, et en quoi est-ce que ça change la manière dont on vit les choses? Wow, merci. Et qu'est-ce que ça fait chez toi exactement maintenant, si par rapport à tous les événements maintenant qui viennent, comment tu gères en fait, que tout pratique en fait ton orientation? Alors, vraiment dans les clés que je viens de nommer, hein, pour moi, le point de départ, c'est de ne pas refuser de souffrir de ce qui est douloureux. D'accord, ok. Il faut commencer par accepter la souffrance qui est contenue dans des situations. D'accord. Et si on est en défensivité par rapport à ça, qu'on ne veut pas la sentir, ça veut dire soit qu'on devient trop agressif parce qu'on ne veut pas sentir la douleur, hein, soit qu'on imagine un monde de bisounours et de petits angelots qui volaient autour de nous parce que tout est bien de toute manière et l'univers conspire pour le bien de chacun. Bon, quand je vois les bombardements de Gaza, je trouve que la conspiration pour le bien des Gazaouis ou les attentats en Israël, il y a quand même des limites à ça. Donc pour moi, le point de départ, c'est de ne refouler aucune des émotions que je ressens, de les accueillir, d'accepter qu'elles soient là, de comprendre que c'est normal, que c'est naturel de réagir comme ça. Et quand on est dans ce processus d'acceptation, c'est très documenté en psychologie, c'est en fait comme ça qu'on s'en soulage le plus facilement, mais précisément parce qu'on les a accueillis. Tout ce qu'on rejette tend à se renforcer. Après, c'est de faire usage de mes compétences logiques et de mes compétences imaginaires pour essayer de lire le mieux possible la réalité, donner de la lisibilité aux choses. Et j'ai le privilège de pouvoir le partager avec d'autres, donc évidemment que c'est bien, parce que c'est aussi mon activité professionnelle. Et puis après, c'est le fait oui, d'avoir un certain recul sur la vie et de savoir que il y a des moments où les sociétés deviennent folles, où les humains perdent leur humanité, ou se déshumanisent. On l'a déjà vu très souvent dans l'histoire, hein, qu'on est à nouveau dans un de ces seuils, et donc de pouvoir aussi avoir une perspective un peu élargie sur cette épreuve que nous vivons. Et pour moi, avec toujours la préoccupation, comment est-ce que je peux m'appuyer sur ce qui est pour continuer à grandir et ne pas me laisser dessécher dans la frustration, la colère, mais de pouvoir continuer à essayer de devenir quelqu'un de plus en plus tendre, compassionnel, capable d'essayer de comprendre les choses et l'autre, et donc de voir comment est-ce qu'on peut aussi mettre cette énergie comme un cheval devant, devant un carrosse, même si, bien sûr, je préférais ne pas vivre ça avec vous, je préférais que les choses soient bonnes et bienfaisantes, mais on est dans un état de crise où tout notre monde s'effondre. C'est Oui. probablement bien qu'il s'effondre. Il y a toujours des dégâts au passage. Et donc, comment garder tout ça dans son champ de vision et puis en restant dans l'espérance. Je ne suis pas dans l'espoir, c'est-à-dire que je ne suis pas optimiste, je ne me dis pas, oui, dans un an, on sera bon, on sera sorti. Non, j'en sais fichtre rien. Mais je garde en moi l'envie d'aller de l'avant envers et contre tout. Et tu fais vraiment ta part, hein. C'est l'histoire vraiment du colibri. Je sais pas qui, si, je vais juste raconter vite l'histoire du colibri. Donc, c'est Mm. l'histoire, en fait, il y a une forêt en flammes et tous les animaux de la forêt sont sortis et ils regardent la forêt, en fait, partir, voilà, en miettes. Et par contre, il y a juste un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau, toujours dans la rivière, qui vole et qui lâche sa goutte d'eau sur la forêt. Et après, à un moment donné, il y a un animal qui demande, mais tu fais quoi? Et puis, ça sert à rien ce que tu fais. Il dit, ben oui, je fais ma part. Et j'ai l'impression
Jean-Dominique, toi, Mhm. tu as, tu fais tellement ta part. C'est tellement, mais plus qu'extraordinaire, c'est extraordinaire. Parce que ce que tu fais, de la manière que tu informes justement, avec tout ton savoir, avec toute ta clarté, avec toutes ces recherches que tu fais, etc., ben, c'est énorme. Parce qu'en fait, ça fait tilt chez les gens. Et je pense que nous tous, on a notre part à jouer. Donc, à trouver quel est notre génie à l'intérieur de nous. Pas génie, hein? Génie. Et je crois que quand on commence à vraiment travailler avec ça, on n'a pas besoin de faire la même chose. Pas du tout. Chacun a sa place, en fait. Chacun son rôle. Et ensemble, si tous les animaux de la forêt, ils se sont mis ensemble depuis le début, l'éléphant et tout ça, ils vont arroser, ben, en Mhm. fait, il n'y aurait pas eu l'incendie. Donc, je crois que c'est vraiment ça. C'est qu'on commence à se mutuellement, en fait, encourager, aussi tu vois, inspirer, se faire confiance, de dire, mais tu es extraordinaire, tu as des qualités, des dons que personne d'autre que toi tu as. Mhm. Et après, on devient mais une société extraordinaire. On est d'accord? Ah oui, entièrement. Et je crois que tu mets le doigt sur le fond du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nos sociétés vont si mal? La racine, à mon sens, c'est la blessure d'estime de soi que chacun porte en lui et cette manière qu'ont les personnes en Occident, et ça nous concerne tous, de ne pas s'aimer elles-mêmes, de ne pas s'accepter telles qu'elles sont. C'est Or, ça, nos amis nous acceptent, nos enfants nous acceptent, nos voisins nous acceptent. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes comme nous sommes, et aussi avec cette hiérarchie des qualités dont tu parles et que je trouve tellement juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme d'intelligence qui est très valorisée. Moi, j'en dispose assez. Donc, le fait de pouvoir bien mettre les choses en parole, essayer d'expliquer, ah faire oui, preuve c'est de très très fort. rationalité, voilà, c'est un registre dans lequel je suis relativement bon. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence. Et des gens sans culture, qui savent mal écrire, qui viennent d'autres pays, qui sont des Ils manuels, savent qui sont des cultiver leur artistes, terre. Oui, oui, c'est ça. qui sont des gens qui ont des formes d'intelligence qui sont tout aussi précieuses, mais C'est qui ça, malheureusement est mal valorisée dans notre culture. Donc on a comme une échelle unique qui permet à quelques personnes de se sentir très importantes et très intelligentes, hein, à l'immense majorité des gens de se sentir pas importants et pas intelligents. Et c'est tellement réducteur comme manière d'approcher les choses. Et exactement dans ce que tu dis, chaque être humain a son génie, même si c'est un génie tout simple, même si c'est un génie qui ne fait pas de bruit. Et après, donc, au lieu de se comparer avec les autres et de ne regretter de ne pas être comme certains autres, la vraie question, c'est comment est-ce que je peux me rencontrer dans ce qui je suis, m'accueillir c'est dans ça. qui je suis, m'honorer dans qui je suis. Et si on a des croyances spirituelles ou une ouverture spirituelle, de quelque nature que ce soit, on peut se dire, mais la vie, l'univers, quelle que soit la forme qu'on lui donne, m'a créé, m'a fait naître en tant que moi. Donc c'est ce que disait Oscar Wilde, si Complètement. je me souviens bien, ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre, tous les autres sont déjà pris. C'est ça. Absolument unique. Ouais, c'est ça. Et on est vraiment dans le grand tout. Il y a aussi cette histoire, justement, avant, je parlais de la chenille, hein. La chenille, bon, on connaît aussi, la plupart, je pense, connaît, mais c'est tellement beau. C'est la chenille, elle mange, elle mange, elle mange. Elle perd une peau, elle continue à manger, à manger, manger. Elle pense qu'à ça, manger, 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 jusqu'à un moment donné, elle n'en peut plus. Et puis après, ben, en fait, voilà, elle crée son cocon. Là, elle commence à se reposer. Là, il y a les petites cellules de chenille qui sont là. Et à un moment donné, il y a les cellules des papillons qui arrivent. Mm. Et les cellules de papillons sont mangées tout de suite par la chenille parce qu'en fait, elle a que ça en tête, elle a que ça connu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de cellules de papillons qui viennent jusqu'à un moment qu'en fait, il y en a tellement qui viennent en même temps qu'ils peuvent plus être mangés par les chenilles. Mm. Et là, ils font des clusters. Donc, ils se réunissent. Et à ce moment-là, elles peuvent plus manger. Il y a de plus en plus qui viennent justement, qui font des clusters. Et c'est là ce qu'on est invité de faire, se mettre en clusters. Et c'est pour ça aussi, parce Mm. qu'après, ce qui se passe jusqu'au bout de l'histoire. Donc, et puis, quand il y a plus que les cellules, donc les clusters, c'est les cellules de papillons qui sont là. Le papillon, ben, il est déjà créé à l'intérieur. Et après, le cocon devient très, très, très dur. Et il doit mettre toute sa force, justement, pour pouvoir éclater le cocon. Et en Mm. éclatant, en mettant toutes les énergies, il le met partout, partout dans son corps, ben, en fait, à ce moment-là, il peut voler. Si on essaie un papillon, en fait, de l'ouvrir, le cocon, et que, voilà, que ce soit plus facile, ben, il ne pourrait jamais voler.
Et c'est C'est ça ça. la force aussi de la collectivité et de nous ensemble. Et pour ça, des événements comme on organise, moi j'ai vraiment envie d'organiser des événements comme ça, ils sont importants parce qu'on va se rencontrer. Les 200 personnes qui viennent dans cette salle, ben, ils peuvent se rencontrer et il y a quelque chose qui se passe déjà entre nous, non? Tu veux peut-être parler du phénomène du collectif qui se renforce? Mais exactement, donc ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les cellules imaginales en biologie. Donc c'est effectivement comment la chenille, à un moment donné, voit apparaître les cellules de son futur être et son système immunitaire lutte contre. Parce qu'il voilà, il se dit, c'est quoi ce machin nouveau? C'est contraire à ce à quoi je suis habitué. C'est vraiment un processus du vivant. Et puis j'aime bien aussi ton rappel du fait que l'effort, et c'est dur de sortir du cocon, est nécessaire pour acquérir la force nécessaire à pouvoir se libérer. Et tu vois, moi, une chose qui me frappe, c'est que une des raisons pour lesquelles je crois avoir été assez vite capable de voir clair dans ce qui nous arrivait, c'est que j'ai travaillé dans le domaine de la santé mentale toute ma vie. Donc, je connais quels sont les phénomènes de manipulation, de faire peur aux autres, de mentir pour manipuler, tu vois, et puis aussi les impacts sur la santé mentale de chacun d'être dans des contextes qui sont bons ou qui sont pas bons. Et puis l'autre chose, c'est que j'ai moi-même eu une expérience de me confronter à des manipulateurs pervers qui a été très longue et douloureuse, donc c'était mon cocon si tu veux. Mais en même temps, quand j'en suis sorti et que j'ai compris de quoi il s'agissait, j'avais toutes les clés. Donc maintenant, la manipulation perverse, je la repère à 500 mètres Waouh. instantanément, mais parce que j'ai eu le goût de ça. Donc, quand Alain Berset est venu au mois de décembre 2020 à dire on a une injection, elle est sûre et efficace, alors que c'est juste impossible de dire une chose pareille. On peut dire à ce stade, on a l'impression que c'est sûr et efficace. On espère avoir la confirmation, mais si dans même les contrats avec Pfizer, le fabricant reconnaît qu'on ne peut rien dire sur la sécurité et l'efficacité à moyen et long terme, c'est bien qu'une parole comme ça, elle est mensongère, elle est manipulatrice. Donc tu vois, moi j'avais toutes les clés pour au fond repérer ça tout le temps, alors que j'observe que les gens qui ne sont pas passés par là Ouais. n'ont pas cette ressource, à moins d'avoir un référentiel de vie extrêmement fort à l'intérieur. Et ça, oui, quelqu'un qui a vraiment appris à sentir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui, ce qui est crédible et logique et ce qui ne l'est pas, je pense qu'il n'a pas forcément besoin de se faire taper dessus par des manipulateurs pervers pour apprendre. Mais à la condition d'avoir accès à son senti de ce qui est bon, et juste observer, c'est une banalité de le dire, mais que quand on parque des enfants dans des salles de classe et qu'on les visse à des chaises à partir de l'âge de 3 ans à l'intérieur, alors que c'est la dernière chose au monde dont ils ont besoin, bah évidemment qu'on ne leur apprend pas à sentir si quelque chose est bon pour eux. Et après, ça continue pendant toute l'éducation. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce moment de bascule de notre société. Oui, Soit on arrive à construire, et c'est forcément ensemble, une compréhension et une culture de ces réalités, et là, il n'y a rien de plus précieux, effectivement, que de nous regrouper par cluster entre des gens qui ont une sensibilité commune et une même aspiration à pouvoir sortir de la répétition de ce qui n'est pas suffisamment bon, et on se nourrit les uns les autres des échanges qu'on peut avoir. C'est tout le temps. ça fait chaud au cœur hein, de penser à ça. Ouais. Ouais. C'est une Alors, bonne consolation, c'est une grande consolation dans les temps de misère que nous vivons par ailleurs. donc en gros, on peut dire que tu es vraiment très positif pour l'humanité ou Ah non, j'en ai aucune idée. J'en sais rien. C'est vraiment, il est très possible que nous nous autodétruisions dans une troisième guerre mondiale d'ici quelques semaines. Je veux dire, il y a suffisamment de fous furieux aux commandes pour que ça soit une possibilité. D'ailleurs, il suffit de voir, ils ont pas hésité à mettre la vie de dizaines de millions de personnes en danger, ils bombardent des populations civiles à n'en plus pouvoir. Donc non, je suis pas du tout positif ou optimiste, mais euh, comment dirais-je, cette lucidité quant à l'incertitude, je ne veux pas qu'elle affecte ma vitalité d'une quelconque manière. Et comme je suis quelqu'un qui, au fond, aime bien l'adversité, ça me donne envie de me battre de toutes mes forces pour faire tout ce que je peux avec d'autres. Je suis un c'est ça. colibri avec beaucoup d'autres animaux, pour faire tout ce qui est possible pour empêcher ça. Si on n'y arrive pas, ben, ma foi, on pourra au moins se dire qu'on n'aura rien à se reprocher, qu'on aura fait de notre mieux. Mais je ne peux absolument pas dire que je suis confiant quant à ce qui va advenir. J'en sais rien. Mais peu importe, moi j'ai juste envie de continuer à grandir, de continuer à agir, de continuer à C'est ça. rencontrer les autres, puis advienne que voudra.
Mais comme disait Alphonse Allais, ne vous prenez pas au sérieux, personne n'en sortira vivant. De toute manière, on mourra tous, tôt ou tard. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, C'est ça vrai. relativise aussi le fait de devoir à tout prix arriver à empêcher ceci, cela ou autre chose. Et on est très, très bien en appliquant justement vraiment de faire de notre mieux, ce que tu disais. Ça, Ouais. c'est vraiment déjà la base de faire de notre mieux. Et moi, je crois, en fait, je suis le contraire de toi par rapport à ça, parce que pour moi, ce ne peut pas bien aller. Parce qu'on est des êtres d'amour à la base, on aspire à l'amour, donc vivre ça. Et puis, en fait, il y a quelque chose, voilà, d'invisible qui nous pousse tout le temps dans cette direction. Non? Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Mais écoute, c'est génial. Je me réjouis beaucoup de partager ce moment du 14 novembre avec toi aux ateliers de la côte. Ce sera génial vraiment que vraiment la famille, c'est un peu la soul family hein, qui se rencontre. Et puis, ouais, je crois qu'aussi ce qui est super important, c'est d'arrêter justement juger les autres hein, ou Mm. condamner les autres. Ou Mm. voilà, c'est chacun fait de son mieux en général. Et puis plutôt s'inspirer, motiver mutuellement, etc. Marcher main dans la main pour être ces clusters. Et voilà, on va changer les donnes. Parce que s'il y a que des jours Dominique, voilà, peut-être aussi, moi, j'ai aussi, je vais juste en parler parce que je fais la formation gratuite qui s'appelle Rendez-vous avec la joie, qui dure 40 jours. Et en fait, c'est un grand, grand succès. Donc, ouais, c'est offert. Hein. On me dit, non, dis pas gratuit, c'est offert. Et en fait, c'est vraiment des histoires qui, pendant 40 jours, en fait, amènent à un moment donné, on enlève, on se rend compte de tous les systèmes de croyances. On reçoit des clés, on entend des histoires qui résonnent à l'intérieur de nous et on arrive à quelque part après 40 jours, en fait, ça nous fait juste du bien. Donc, on est juste dans un autre état. Et c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, quand même, l'extérieur nous impose des choses, mais en fait, l'intérieur se fait supprimer, alors que l'intérieur est demandé maintenant d'éclore. Et en fait, hein, c'est l'intérieur qui mène la danse. Et toi, Mm. c'est ton intérieur qui mène la danse. Tu te laisses pas avoir par tous ces trucs extérieurs qui viennent à toi. C'est ton intérieur qui pour finir, fait que tu es, voilà. Je Oui. vous dis qu'on adore tous et puis qu'on te remercie pour ton extraordinaire travail que tu fais. Voilà. Merci beaucoup, Coco. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu as dit, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris au contact des chamans aussi, où eux reconnaissent qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont utiles dans la vie. D'ailleurs, ils s'en imposent, ils en vivent. Quand tu passes 4 jours dans une grotte sans lumière et que tu es totalement déboussolé, quand tu fais des marches interminables dans une quête de vision, enfin, il y a beaucoup d'épreuves, si tu veux, où vraiment tu vas au bout de ta résistance. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'au fond, euh, dans la logique du tracker, nos meilleurs ennemis, et il y en a dans la réalité, tout le monde n'est pas bien intentionné et plein d'amour. Hein. Il y a des gens sur cette terre, malheureusement, qui sont des gens pervers et démoniaques. Malheureusement, ça existe aussi. Mais nos ennemis nous poussent à trouver cet ancrage qui revient à ne pas leur donner le pouvoir sur nous. Et c'est là, effectivement, où ce que tu dis avec tes mots, avec ton expérience, moi, je le vis. C'est-à-dire que je me suis juré que je ne me découragerais pas avant eux, que je serais encore plus tenace et coriace qu'eux. Et puis l'autre truc, c'est qu'ils n'auront pas ma joie. Exactement comme tu viens de le dire. Hmm. Ça ne m'empêche pas de souffrir de ce qui est douloureux, parce que je trouve que c'est important pour ne pas le refouler. Ouais. Mais en même temps, on sait très bien qu'on peut être triste, avoir mal, être énervé et rester joyeux. C'est pas incompatible. Et c'est peut-être là où l'Occident, avec sa logique un peu binaire, émotion positive, émotion négative, perd de vue que même les émotions négatives font partie du vivant. Donc, qu'elles sont bonnes aussi, comme la météo est bonne quand il y a du vent, quand il neige, quand il pleut, quand il y a du gel. C'est pas mauvais. C'est juste Oui, ça fait agréable quand il partie. fait beau et qu'il fait doux, mais ça fait partie du tout. Et donc, voilà, ils n'auront pas ma joie. C'est ça. C'est clair, on est d'accord. Et Et je la aussi, défends férocement. Vous n'aurez pas ma joie. non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Merci, merci. Écoute, c'est parfait. Ouais. Merci, Coco. Ouais, je te remercie à toi. Et puis, on se voit le 14 novembre. Au revoir à tout le Assurément. monde. Yes. Bye Au revoir. bye. Merci.